peut-être commencer d'abord par un peu un état des lieux en fait, au niveau de la médecine générale. Donc on sent qu'on est à un tournant et on pourrait réfléchir à cette situation en termes de besoins et d'offres. On sait qu'il y a beaucoup de demandes vis-à-vis de la médecine générale actuellement. On sait que c'est notamment lié par rapport au vieillissement de la population qui amène plus de maladies chroniques, plus de multimorbidité. Et rien que ça change la manière de travailler. Il y a d'autres besoins qui sont exprimés au niveau de la médecine générale et de la première ligne. C'est des contacts qui sont plus longs, c'est de la coordination, de la concertation. C'est aussi des actions préventives qui sont nécessaires et de la proactivité. On a aussi une nécessité par rapport à cette multimorbidité d'avoir des soins centrés sur la personne. Et on pense effectivement que la première ligne et le médecin généraliste sont des acteurs clés de ce type d'approche. Alors face à ces besoins qui sont accrus, on a aussi une offre qui est plus faible. On connaît la démographie du médecin généraliste. On dit le médecin généraliste c'est typiquement un homme de 60 ans et une jeune femme de 40 ans. Et avec on parle de vagues, il y a 2 vagues de médecine générale. Et ces vagues-là ne sont pas de même ampleur. Et donc on ne pourra pas remplacer nécessairement tous les médecins généralistes qui approchent la pension par des jeunes recrues qui par ailleurs ont des aspirations de travail qui sont différentes. Et les résultats, c'est que globalement, en termes de maladies chroniques, on pourrait probablement faire un peu mieux. On pourrait avoir des hospitalisations qui seraient évitables. On a des suivis post-hospitalisation pour des maladies chroniques qui sont trop faibles. On a des couvertures de dépistage de cancer qui sont aussi qui diminuent, des couvertures vaccination grippe qui diminuent d'année en année. Et ça, c'est un élément important. Et puis, face à cette finalement ce déséquilibre, ceux qui payent ce sont les médecins généralistes et qui en arrivent à se dire stop, je ne prends plus de nouveaux patients. Des enquêtes récentes estiment à plus ou moins 60% des généralistes qui ne prennent plus de nouveaux patients. Donc ça, on est vraiment du coup dans une situation critique. Et donc c'est une bombe. Enfin, quelque part, les médecins généralistes sont mis sous pression et donc il y a une probabilité d'avoir plus de burn-out aussi, qui du coup risque encore d'aggraver la situation. Et donc c'est vraiment une lame de fond où on a besoin de redéfinir la médecine générale et les soins primaires en fait. Et l'idée du New Deal étant pas nécessaire, essayer d'esquisser peut-être une troisième voie qui pourrait avoir les avantages des 2 modèles avec le minimum d'inconvénients des 2. Les 2 modèles de financement, que ce soit l'acte ou la prestation, on l'a même entendu ici, il faut que ce soit stimulant. Mais stimulant peut-être pour des raisons différentes. L'acte plus pour un côté de récompense, autonomie, récompense du travail réalisé, récompense de la disponibilité. Et ce qui est stimulant dans le système forfaitaire, c'est la flexibilité qui est permise, la reconnaissance du travail hors contact, qui est de plus en plus important pour les maladies chroniques. Et c'est intéressant de voir qu'il touche finalement à 2 éléments différents. On la regarde en face et on esquisse une piste d'évolution qui ne répondra pas à tout, qui ne plaira pas peut-être à tout le monde, mais qui est une réelle piste, je pense, suffisamment distincte des 2 modèles existants que pour être attrayante et potentiellement ambitieuse aussi. Et le modèle New Deal, on revient à des proportions plus ou moins équivalentes de capitation et de prestations, en essayant justement d'avoir les avantages des 2 systèmes, cette disponibilité, être stimulant au niveau rémunération et reconnaissance du temps de travail, mais être aussi permettre la délégation potentiellement, permettre l'action préventive, la proactivité, la reconnaissance des temps de concertation qui sont nécessaires actuellement et beaucoup plus importants en médecine générale. Un des aspects du New Deal, c'est de travailler dans cette enveloppe générée par l'acte et les financements à la capitation, mais de le réorienter de telle manière à ce que l'on puisse toucher d'autres activités. Donc on va peut-être plus travailler sur la qualité de l'organisation, l'organisation de travail qui sera différente, et probablement un équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que comme l'a exprimé la plupart des généralistes, par exemple le DMG, c'est ce qui est le plus perceptible en tant que financement à la capitation. Ça a été vu comme insuffisant pour permettre une planification. Et là, ici, dans le système New Deal, l'équivalent de DMG est augmenté, ce qui permettrait la planification. Donc on est sur une réorganisation du travail qui potentiellement, s'il ne touche pas les aspects financiers immédiats, pourrait aménager différemment, reconnaître des activités qui sont réalisées maintenant.
Oui, donc il va y avoir une phase pilote. C'est un terme difficile à utiliser, mais un monitoring serré, en tout cas, des premières pratiques qui passeront au New Deal, avec l'idée de pouvoir modifier ce qui sera à modifier en fonction de ce qui sera observé sur le terrain, tout à fait. Parce que ça va demander des changements. Et probablement aussi un monitoring il ne faudrait pas que ça devienne une réunionnite. Je pense que là, il n'y a pas d'imposition d'un mode de réunion ou de concertation qui viendrait de l'extérieur. Les pratiques s'organisent comme elles le souhaitent à l'intérieur et organisent la délégation des tâches comme ils le veulent.